Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur l'Académie InVivox. Bienvenue pour ce webinaire avec Catherine Boule, directrice du fonds d'investissement Carista, qui dans quelques minutes va nous parler des grandes tendances de la e-santé vues par un fonds, par son fonds, pour 2021. On va se donner 1 ou 2 minutes pour accueillir les derniers arrivants et puis on va se lancer avec Catherine. C'est la 11e ou 12e session de cette InVivox Academy. Je vous remercie tous de votre fidélité. On essaye, conformément à notre projet, de faire des topos qui sont courts, qui sont pragmatiques, qui vont droit au but, en évitant le blabla. On compte sur Catherine, on en est persuadé justement sur ce sujet-là. À l'issue des 20 minutes, vous aurez l'occasion de poser des questions à Catherine. Alors, pour poser des questions, c'est très, très simple. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez une petite icône qui représente deux bulles de BD. Et en cliquant dessus, vous pourrez poser vos questions. Je prendrai les questions et je les poserai à Catherine à l'issue de son topo, donc dans 20 minutes. En attendant les derniers arrivants, donc je vous annonce les prochaines formations, les prochains topos. On accueille avec grand plaisir Lionel Reichard la semaine prochaine, qui va nous parler de plateformisation de la santé, et notamment quelle plateforme pour quels besoins. Donc ça, c'est jeudi prochain à 18 h, comme d'habitude. Ensuite, on va accueillir Sabrina Amir, qui est ingénieure pédagogique chez InVivox, et qui va vous parler d'un nouveau produit qui s'appelle la capsule santé, qui permet de faire de la formation à distance, notamment directement dans le bloc opératoire. Et puis enfin, on terminera le mois de novembre, ou plutôt on commencera le mois de décembre, avec Laurence Contarassus, qui est directrice du laboratoire Medtronic pour la filiale française, qui sera accompagnée de Alexis Vendier et qui viendront parler du thème suivant, entre incertitude et conviction, comment aborder 2021. Voilà pour le programme à venir des 3 prochaines académies InVivox. Bienvenue à tous. Écoutez, je propose de lancer cette nouvelle académie avec Catherine Boule. Donc, Catherine Boule est biologiste moléculaire de formation. Catherine a ensuite travaillé au sein de l'Institut Curie. Puis, elle est passée dans un incubateur. Dans cet incubateur, elle a accompagné pas mal de projets, de start-up. Et depuis 2003, Catherine travaille chez Carista. Elle est aujourd'hui directrice générale de Carista, donc un fonds d'investissement spécialisé santé et e-santé. Voilà Catherine, je vous laisse la main notamment sur le… J'arrête de partager mon… Vous pouvez prendre la main pour partager vos slides si vous le souhaitez. Et je vous souhaite à Ok. tous une excellente session. Merci Julien. Merci beaucoup pour cette invitation et me permettre de parler un peu de Carista qui s'appelait il y a encore peu de temps Cap Décisif. Je ne peux pas encore partager. Ça y est. Hop là. Donc, en effet, merci. Donc, ça fait un petit moment que je travaille dans l'équipe de Carista et notamment dans la pratique santé. Donc, on a pu accompagner un certain nombre de sociétés. Je vais commencer par vous présenter quand même Carista. C'est là une bonne occasion pour moi et vous dire un peu ce qu'on fait. Donc, Carista, c'est une société de gestion qui a bientôt 20 ans, l'année prochaine 20 ans, qui compte 13 personnes avec des expériences et des compétences assez complémentaires. On vient tous d'une expérience antérieure, soit en start-up, soit en institut de recherche, soit dans l'industrie. On a financé plus de 85 sociétés maintenant dans ces presque 20 années et on gère un peu plus de 200 millions d'euros dans différents véhicules. Il se trouve qu'on est plutôt spécialisé dans ce qu'on appelle le early stage, donc des investissements en seed et en série A, et dans 3 grands domaines, donc la santé au sens large, qui comprend la e-santé, le digital, et puis ce qu'on appelle maintenant la deep tech, donc tout ce qui est de la technologie un peu complexe, autre que la santé. Ça, c'est ma définition.
Donc, on a des souscripteurs qui viennent de tous les horizons, à la fois publics, institutionnels, bancaires, assurances, caisses de retraite, mais aussi des corporates plus récemment et évidemment des family office. Euh, on a pu investir par le passé dans un certain nombre de sujets en santé au sens large, en biotech, medtech et santé digitale. Et vous pouvez voir qu'on était les investisseurs, les tout premiers investisseurs d'une société qui est dans notre thématique de ce soir, qui s'appelle Volontis, qui est une société pionnière dans la santé digitale en Europe et qui a connu un long parcours qui s'est terminé par un parcours boursier. On a décidé en 2018 de lancer un nouveau fonds qui est un fonds thématique, donc qui a un focus particulier dans la santé digitale, qui est un fonds de 50 millions d'euros, un fonds de seed et série A, donc encore une fois early stage, et qui va investir dans des sociétés françaises et européennes sur cette thématique. Ce fonds, on a souhaité le lancer parce qu'on avait un peu cette expérience à travers Volontis de ce secteur nouveau. Et on a souhaité le lancer en mettant autour de la table notamment des corporates qui étaient intéressés par cette nouvelle tendance, ces nouvelles solutions qui arrivent sur le marché de la santé et qui sont en train de le bouleverser et qui souhaitaient, à travers nous notamment, essayer de mieux les anticiper et les comprendre. On a déjà fait dans ce fonds 3 investissements, dont 2 qui sont purement santé digitale, que vous connaissez peut-être, une société qui s'appelle Implicity, qui est dans la télécardiologie pour les patients qui ont des dispositifs médicaux implantés, cardiaques, donc défibrillateurs et pacemakers, et Incepto, qui est plutôt dans le domaine de l'imagerie avec des applications d'intelligence artificielle. Donc, si on passe au sujet de ce soir, donc on m'a demandé de vous parler des tendances de 2021. Ce que je voudrais faire dans un premier temps, c'est peut-être revenir sur les quelques dernières années récentes de ce secteur de la santé digitale et l'activité des investisseurs, notamment européens, sur ce sujet qui est quand même très récente. Il s'avère qu'une fois n'est pas coutume, les Américains sont pour le coup un peu en avance par rapport à l'Europe et sont actifs dans ce secteur depuis plus de 10 ans, avec une nette accélération quand même autour de 2014 et 2015, à la fois en nombre de deals et en montant. Donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi finalement, une fois de plus, les États-Unis sont en avance. Au-delà du fait qu'ils ont un écosystème d'innovation et de start-up ultra dynamique, ils ont aussi un système de santé complexe, un peu millefeuille, et qui est peut-être plus adapté à des solutions digitales. Ils sont aussi, depuis un peu plus longtemps que nous, conscients des économies de santé qui sont à faire et peut-être orientés sur une capacité plutôt une nécessité peut-être à transformer le système de santé vers un système à la performance qui est encore récemment en Europe et en France en particulier était un peu tabou. Donc tout ça a été sûrement parmi les facteurs qui ont permis à ce secteur de se développer un peu plus rapidement aux États-Unis. Pour autant, en Europe, on n'est pas en reste puisque ça y est, la santé digitale, et j'en suis la preuve ce soir en vous en parlant, est bien là et active. Donc, on parle plutôt d'une activité qui a commencé en termes d'investissement autour des années 2015, avec une accélération 2017-2018. On voit sur ce graphique un nombre de deals et une croissance qui ne se dément pas, qui reste forte. En Europe comme aux États-Unis d'ailleurs. L'année 2020, évidemment, être un peu particulière avec la crise sanitaire, mais en tout cas, en début d'année, on imaginait que ça allait être encore un secteur d'investissement très actif. Donc, pourquoi est-ce qu'en Europe, on est un petit peu à la traîne ? Je pense qu'on a mis un peu plus de temps à se dire qu'il allait falloir faire des économies dans le domaine de la santé aussi. Il allait falloir peut-être penser un petit peu différemment notre système de soins à cause d'une démographie importante et une pénurie de médecins en parallèle. Tout ça fait qu'on a réussi à se l'avouer, entre guillemets, un peu plus récemment et que maintenant, je pense que plus personne n'est en train de se demander si la digitalisation de la santé va arriver. Elle est clairement là.
On peut dire que le Covid a été un facteur encore accélérateur de ce phénomène, hein, puisqu'on l'a bien vu sur les mois de confinement et les derniers mois, il y a une explosion de la santé digitale. J'en parlais avec Julien juste avant, presque trop, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on peut plus se soigner autrement que digitalement, ce qui est probablement pas tout à fait exact quand même. Dans ce paysage-là, la France, c'est pas du tout en reste. On est un pays qui est plutôt actif sur le secteur. Il faut savoir qu'on est le quatrième pays en nombre de deals et en montant investi dans le monde. Donc après les États-Unis, les UK, la Chine, c'est la France. Donc là, j'ai mis un petit graphique avec les gros deals de 2019. Évidemment, Doctolib tire fortement le marché. En ce qui concerne Carista, donc nous, on a été présents dans Volantis en 2006. Donc, autant vous dire qu'à l'époque, personne ne parlait de santé digitale, de e-santé. On était à peine en train de commencer à avoir chacun un smartphone. Donc, on parle de la préhistoire de la santé digitale. Et nous, on a commencé à avoir un deal flow, notamment parce qu'on avait une certaine notoriété à travers Volantis qui a bien grossi sur ce sujet-là en 2017 avec près de 20%, 20 à 30% de nos deal flow qui étaient sur ce sujet. Donc, on s'est dit c'est le moment de lancer un fonds sur cette thématique. Je vais peut-être vous parler aussi de comment ça fonctionne un peu pour nous sur ce fonds. Donc, c'est un fonds qui va adresser toutes les thématiques de la santé digitale et on le sait, vous le savez, c'est très large, c'est très divers, c'est différentes applications, différentes verticales. Donc, sur ce schéma, c'est un peu notre façon d'organiser, on va dire, notre deal flow avec le type de dossier qu'on reçoit. Et plus on est à gauche du graphique et plus on est dans la prévention et vers des personnes qui ne sont pas encore des patients avec des modèles économiques plutôt B2C, et plus on est à droite de ce graphique et plus on rentre dans des soins, des solutions thérapeutiques jusqu'à la thérapie digitale qui est en fait l'usage de logiciels comme agents soignants, entre guillemets, donc qui est assez innovant. Et nous, on ne s'interdit rien dans ce fonds pour investir dans tous ces verticales. Ce qu'on veut faire, c'est des bons dossiers, donc avec des bonnes équipes. Et du coup, on reçoit vraiment tout ce type de dossiers-là. Et la façon dont on les reçoit, ce n'est pas seulement lié à la santé digitale, hein, c'est le cas dans tous les secteurs de l'investissement, mais en particulier en santé digitale, c'est des vagues, ce que j'appelle des vagues d'innovation. Donc, pendant une relativement courte période, quelques mois, on reçoit plusieurs dossiers sur la même thématique, une thématique très similaire. Alors évidemment, la première vague qu'on a reçue, c'est la vague de la téléconsultation, au moment où le gouvernement a annoncé le remboursement de l'acte de téléconsultation en 2018. Eh bien, on a reçu 10, 20, 30 sociétés, projets de sociétés de création sur la téléconsultation en France. Bon, le go-to-market n'est pas très simple. Aujourd'hui, Doctolib est clairement sur le sujet, donc ce n'est pas forcément un secteur dans lequel on a décidé d'investir aujourd'hui, mais c'était en tout cas une première grosse vague. Dans ces vagues-là, il y en a qui s'arrêtent et puis il y en a qui persistent. Donc, dans celles qu'on a reçues à un moment donné et qu'on ne reçoit plus aujourd'hui, c'est par exemple des plateformes de gestion des ressources humaines dans le domaine de la santé qui étaient susceptibles de remplacer ou de seconder, on va dire, les sociétés d'intérim. Ça, on n'en reçoit plus. On a aussi reçu beaucoup de dossiers dans la NAPAT, la lecture de l'âme automatisée, etc. Bon, en ce moment, on n'en reçoit plus du tout. Et puis, il y a des sujets qu'on reçoit toujours en continu. Et donc, dans ces sujets-là, vous avez typiquement les dossiers qui sont autour de l'amélioration de l'information dans le domaine de la santé, de l'interopérabilité du patient vers l'hôpital, de l'hôpital vers la ville vers les soignants, etc., les aidants. Tous les sujets d'intelligence artificielle en imagerie, on en reçoit énormément. Donc, des applications pour une certaine pathologie, dans une certaine modalité d'imagerie, un certain vertical, etc. Des solutions de suivi à distance, de la réhabilitation post-chirurgicale, du suivi de patients à domicile ou en maison de retraite, du post-AVC, etc. Donc, connecté ou non d'ailleurs. Et puis, le dernier gros sujet qu'on reçoit aussi très régulièrement, c'est tout ce qui est des solutions d'aide au diagnostic. Alors, ça va de software qui permettent de mieux
de mieux prescrire un médicament en fonction d'un profil de patient, que ce soit ADN ou historique, etc., jusqu'à des solutions qui incluent aussi du hardware, où finalement, on dépiste mieux, plus facilement des maladies, par exemple ophtalmiques, parce qu'on met des systèmes de screening dans le cabinet de l'ophtalmo ou chez l'opticien ou dans les centres de diabétologie, etc. Donc, c'est des solutions assez diversifiées. Donc, pourquoi est-ce qu'on reçoit ces sociétés, ces projets par vague? En fait, c'est une bonne question. Je me la suis posée pour pouvoir vous parler ce soir et je pense que probablement les gens n'ont pas les bonnes idées tout seuls. Il y en a plusieurs qui ont les mêmes bonnes idées au même moment. Probablement parce que ça répond à un besoin qui est identifié. Clairement, aujourd'hui, l'interopérabilité des systèmes d'information en santé, c'est clairement un sujet, un pain point évident et qu'il faut absolument adresser. Parce que c'est des opportunités business. Clairement, le remboursement 2018, on a bien vu que c'était un vrai sujet. Et puis aussi parce qu'il y a peut-être des moments où c'est plus facile d'avoir accès à de la donnée, ce qui est un peu le cœur des sujets de santé digitale, à de la donnée patient et à l'utiliser. C'est le cas en imagerie. C'est un des rares secteurs de la santé où les données sont avec un standard très bien établi, global et très bien maîtrisé. Et donc, c'est peut-être plus facile de faire marcher des algorithmes d'intelligence artificielle sur des données très standardisées que sur des données un peu tout venant et encore en devenir. Donc, comme par hasard, l'IA, ça démarre en imagerie. Donc voilà ce qu'on peut dire. Il y a aussi des nouvelles vagues. Donc là, c'est plutôt la pharmatech, la simulation numérique. C'est les vagues très récentes qu'on est en train de recevoir, des sujets très très jeunes, très prometteurs, mais peut-être encore un peu trop jeunes même pour nous aujourd'hui. Je voulais un peu terminer cette discussion, enfin cette future discussion avec vous sur la particularité de ce secteur de la santé digitale. Je pense qu'il y a des grands points communs sur tous les projets qu'on reçoit. D'abord, c'est très large, très divers. Et ils ont tous, ces projets, besoin à un moment ou à un autre de leur développement d'accéder à de la donnée de santé, à de la donnée de patient. Et c'est souvent pas facile, c'est souvent compliqué et ça peut être un frein à leur développement. Ces sociétés, elles ont, enfin, cette nouveauté, ce secteur très nouveau a aussi une particularité, c'est que les modèles économiques ne sont pas figés, ne sont pas encore établis, ils sont encore en construction ou à valider. Un autre point commun qu'on peut observer, c'est qu'il y a encore eu assez peu de sorties finalement aujourd'hui sur ce secteur. D'ailleurs, c'est ce que nos LPs nous ont dit quand on a essayé de lever ce fonds. Oui, mais bon, comment vous allez sortir? Quels seront les multiples de sorties? Quels sont les espoirs potentiels de valorisation? Et aujourd'hui, c'est encore très très jeune, donc encore assez incertain. C'est un écosystème en formation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est à la fois en train de se construire et en train d'apprendre comment on va créer de la valeur sur ces nouvelles sociétés, sur ces nouveaux modèles économiques. Et puis, il y a un sujet aussi qui revient toujours, c'est la très grande disparité des systèmes de santé entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, entre l'Europe et les États-Unis, entre l'Europe et l'Asie. Et ces sociétés vont se développer en fonction de ces systèmes de santé. Et cette grande disparité entraîne un go-to-market qui n'est pas simple. En Europe, il faut faire 28 fois la démarche et donc c'est à prendre en considération. Et enfin, c'est un domaine quand même, un sous-domaine de la santé ou un nouveau domaine de la santé et ça reste un domaine d'experts avec des marchés réglementés et de prescription et très fragmentés. Donc, bon, c'est un des critères de ce secteur. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que cette nouvelle tendance de la santé digitale, elle crée plein d'opportunités, on en est persuadé. C'est très jeune, mais il y a de la place pour des solutions très innovantes et les acteurs sont aujourd'hui en attente de ces solutions-là. Donc, il va y avoir des opportunités avec des nouveaux business. Le besoin est clairement exprimé maintenant, même en France et en Europe, j'ai envie de dire, et on est à peu près partout au même timing. Tous les acteurs de la santé sont impactés, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va trouver des partenaires qui vont avoir envie de développer des solutions avec nos sociétés et peut-être des acheteurs.
Et les startups ont probablement un vrai rôle à jouer dans ce secteur parce qu'elles arrivent avec des idées très nouvelles, parfois qui viennent d'autres secteurs industriels qui ont déjà subi ou connu leur numérisation, et donc c'est assez intéressant. Par contre, comme à chaque fois, quand il y a quelque chose de très nouveau, eh ben, il y a aussi des points de vigilance, hein. C'est un secteur qui est un petit peu en explosion. On ne parle pas encore de bulle, mais on y est presque. Donc, ben, c'est les buzzwords. Moi, je reçois 2 projets par jour en ce moment, et il n'y en a pas un seul où il n'y a pas le mot intelligence artificielle, big data, blockchain, j'en passais des meilleurs. Donc ça, c'est joli, mais Excel, c'est aussi de l'intelligence artificielle, hein, dans une certaine mesure. Donc attention, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ces buzzwords, et quelle est la qualité technologique, la robustesse, la reproductibilité et finalement la confiance qu'on peut construire dans ces mots. Les voies de création de valeur, comme je l'ai dit, ne sont pas encore bien claires. Quand on développe un médicament ou un dispositif médical, on connaît les étapes et on sait à quel moment on dérisque et à quel moment on crée de la valeur et comment on va aller sur le marché. Dans la santé digitale, c'est d'abord pas toujours la même voie, et c'est pas très clair encore de savoir combien vaut une société qui a réussi à mettre une solution sur le marché, etc. On pense qu'il y a de la place pour des leaders nationaux qui seraient très bien adaptés à un système de santé particulier. Est-ce qu'il y a de la place pour des acteurs globaux? Peut-être, peut-être pas en très grand nombre, en revanche, avec une solution qui serait capable de s'appliquer dans tous les pays. Puis mon dernier petit warning, et ce sera presque le mot de la fin, c'est attention, hein, comme à chaque fois quand il y a un peu d'engouement, il y a une tendance à l'inflation sur les prix, et nous, les investisseurs, on n'aime pas trop ça, surtout quand on démarre, quand on rentre au démarrage des entreprises, on sait que la route sera longue et qu'il y aura des refinancements, et donc il faut quand même, enfin, c'est rare que l'inflation des prix de démarrage dans l'investissement soit linéaire au moment des sorties, donc attention. Voilà ce que je voulais vous dire en presque 20 minutes, j'imagine. Et je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez, avec plaisir. Merci infiniment, Catherine. Merci d'avoir accepté notre invitation sur cette académie. Je vous propose de vous poser des questions, et puis voilà, on va prendre environ 10 minutes de questions, et je vous laisse y répondre. Alors, première question, est-ce que vous diriez que quel a été l'impact de la crise sur le secteur de la e-santé? La crise Covid. La crise Covid, oui. Comme j'ai dit, je pense que ça a été un accélérateur. Je pense que la tendance était déjà là. La prise de conscience était antérieure du besoin de la e-santé. En revanche, le fait d'avoir vécu finalement confiné, et donc d'avoir été obligé d'utiliser un certain nombre de solutions numériques entre guillemets, décoincer certains des acteurs, y compris des médecins d'ailleurs, qui n'étaient peut-être pas totalement convaincus de l'utilité de certains outils. Et du coup, c'est un accélérateur. C'est pas autre chose que ça. Et pour nous qui avons un fonds à déployer dans ce secteur aujourd'hui, c'est extraordinaire parce qu'on a énormément de projets et énormément de sollicitations. Et du coup, on n'a plus qu'à choisir les meilleurs. Enfin, essayer en tout cas. Très bien. Merci. J'ai une question de Samuel qui dit « Beaucoup de business autour de l'hôpital, notamment dans le diagnostic et le traitement. Est-ce que vous voyez des opportunités dans la prévention? Et si oui, qui paye ?» Ah bah, merci Samuel, je ne sais pas. On en voit, mais on se pose à chaque fois la question et on n'a pas toujours la réponse. Et souvent, les dirigeants nous proposent que ce soit les mutuelles qui payent la prévention, mais quand on en parle aux mutuelles, elles ne sont pas forcément tout à fait d'accord. Donc, c'est une excellente question. La prévention est un vrai sujet en termes de modèle économique aujourd'hui, particulièrement en France. Je pense que des économies anglo-saxonnes sont peut-être un peu plus adaptées à ça, mais je n'ai pas la réponse. Ça pourrait être le patient ou la famille dans un certain nombre de cas, mais c'est pas complètement gagné. Merci Catherine. J'ai une question de Arnaud. Comment voyez-vous la concurrence des grands groupes dans la e-santé? Alors c'est un peu vaste, c'est-à-dire que je pense que c'est comme souvent dans la santé, il y a beaucoup de sous-secteurs particuliers, mais
Je suis pas sûre que les grands groupes, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent et ils seront peut-être pas d'accord, soient complètement adaptés à la vente de ces nouvelles solutions digitales. Nous, on a eu une expérience avec la société Volantis qui a fait des partenariats avec des groupes pharmaceutiques pour vendre sa solution digitale et c'était pas du tout. C'est pas parce qu'ils avaient des armées de vendeurs médicaux qu'ils arrivaient forcément mieux à vendre ces nouvelles solutions qui ont des critères très différents et pour lesquels finalement l'usage, l'expérience utilisateur reste un sujet tout à fait central, qui est un peu pas tout à fait l'habitude des grands groupes pharma vis-à-vis de leurs clients. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait de la compétition, mais en tout cas, il y a sûrement des synergies. Merci Catherine. Question suivante de Anne, qui vous remercie déjà pour cette bonne présentation. Et sa question est la suivante. Sur quels critères, finalement, le fonds va-t-il suivre s'il est difficile d'appréhender le potentiel? Sur quels critères le fonds va suivre? C'est difficile. Vous voulez dire, comment on va faire pour finalement sélectionner les entreprises par rapport à leur potentiel final? Ouais, ça, c'est une bonne question. On essaie de l'estimer avant, c'est pas toujours évident. Je pense que nous, on a plutôt vocation à essayer de trouver des acteurs qui auraient un déploiement global ou à minima européen. Donc, ce qu'on suivra, c'est la capacité d'une solution française à la rendre européenne. Donc, on va suivre finalement des sociétés qui répondent à des besoins qui sont à minima européens, même si on sait que le marché européen n'est pas forcément facile à aborder. Ça, c'est clair, hein, commercialement. Après, il y a peut-être des sujets où si on est un leader national super dominant, c'est peut-être déjà très très bien. Et c'est peut-être déjà très valorisé. Donc, il ne faut pas non plus être trop obtus sur ces sujets-là. Donc, c'est une bonne question. C'est pour ça que je vous disais qu'on était aussi, nous, en formation. D'accord. J'enchaîne avec une autre question, Catherine, de Christophe. Quels sont les critères qui caractérisent un bon deal pour Carista? Et quels sont vos principaux points d'attention sur les deals? Un bon deal, c'est un deal dans lequel, quand on investit, on croit déjà. Donc, c'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle on va le faire. Mais probablement que c'est un mélange de plein de choses. Évidemment, on essaye de qualifier autant que possible notre décision et de la rendre la plus objectif possible en faisant des due diligence. Mais en réalité, au stade où on intervient, nous, c'est surtout croire dans ce que les dirigeants nous présentent, la thèse d'investissement qu'ils nous présentent et penser qu'ils vont réussir à la déployer. Donc, un bon deal, c'est un bon sujet avec surtout une très bonne équipe, ou en tout cas une équipe qui sait que si elle ne sait pas tout faire à ce stade, elle va savoir s'entourer. Et c'est aussi un projet qui a phasé son développement et qui sait quelle est l'étape d'après et comment l'atteindre. Je parle en termes d'opération, mais aussi de financement et comment est-ce qu'on va construire ensemble cette histoire. Nous, on a des investisseurs quand même de long terme. On dit qu'on sort entre 5 et 7 ans et en santé, c'est des fois un peu plus long. Donc, on sait qu'on construira la société et l'aventure avec les dirigeants en essayant de les aider au maximum de ce qu'on peut. Donc, pour un bon deal pour Carista, c'est aussi un deal où Catherine Boulle s'entend bien avec le dirigeant parce qu'on a beau dire, à un moment donné, c'est aussi de l'intuitu personnel qui va faire que ça fonctionne. Merci Catherine. Je vous propose 2 dernières questions pour terminer dans le temps imparti dans lequel qu'on s'engage à respecter. Alors, on a une question de Bernard qui dit qu'il ne faut pas sous-estimer la résistance des professionnels de santé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela et comment est-ce que vous gérez ce risque dans le choix des startups? Non, c'est un vrai sujet. C'est en ça que je pense que la crise sanitaire qu'on a vécue a aidé à faire tomber quelques barrières, un peu sous la contrainte finalement. Je pense qu'il y a la résistance dans le sens volontaire et puis il y a un peu aussi l'inertie, la complexité. On est dans un secteur où il y a énormément d'acteurs et
c'est très, très morcelé, donc il faut que tout le monde y trouve son intérêt. On essaie avant d'investir, de bien comprendre dans quel milieu la société va avancer et justement d'anticiper quels seront les freins potentiels qu'on peut avoir. Après, notre expérience, mon expérience de plus de 15 ans d'investissement, c'est qu'il y en a toujours qu'on n'a pas suffisamment anticipé et qui font que le déploiement n'est pas aussi efficace que ce qu'on souhaiterait. Donc à ce moment-là, la seule façon qu'on a de réagir, c'est d'avoir un syndicat d'investisseurs suffisamment fort pour pouvoir tenir refinancer la société le temps que ces freins, ces obstacles, ces ralentissements, bah, finalement, finissent par s'atténuer. Merci Catherine. Et la dernière question, c'est une question qui concerne à la fois l'assurance maladie, la maladie, mais aussi les mutuelles. Comment est-ce que l'assurance maladie et les mutuelles se positionnent aujourd'hui et pourraient éventuellement se positionner demain sur les solutions de e-santé proposées? Alors, l'assurance maladie, pour le moment, c'est encore très nouveau. Alors, il y a les articles 51, etc., qui sont en train d'être mis en place. Donc, c'est déjà un pas vers de nouveaux modèles. Il faut voir si ça va perdurer et si l'assurance maladie sera capable d'aller encore plus loin. Mais sinon, le chemin pour finalement faire financer des solutions digitales, c'est un peu le même que celui d'un device. Il va falloir démontrer un bénéfice clinique et une toxicité, entre guillemets. Donc, ça pousse un peu vers des solutions assez thérapeutiques. Et en ce qui concerne les mutuelles, je pense que c'est très particulier, hein. En France, les mutuelles, dès que c'est des maladies un peu lourdes, elles sont très peu présentes dans la prise en charge financière de ces maladies. Du coup, elles ne se sentent pas forcément légitimes pour prendre en charge des solutions digitales qui iraient dans l'accompagnement de ces patients. Donc, je pense qu'il y a des nouveaux modèles à inventer, et je pense que toutes les mutuelles y pensent, y réfléchissent en ce moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que payer même 1 € des solutions digitales de prévention à des millions de patients, ce n'est pas forcément dans ce qu'elles ont en tête aujourd'hui. Il y a aussi des sujets autour de créer des nouveaux services au sein de ces mutuelles pour accompagner leurs adhérents. C'est un peu l'enjeu des prochaines années. Aujourd'hui, on pousse des solutions en essayant de trouver avec les acteurs et les payeurs existants des modèles économiques. Et on voit que des fois, ça ne rentre pas. La question sur la prévention est excellente. C'est vraiment pas facile à financer aujourd'hui. D'ailleurs, on n'a aujourd'hui pas, nous, investi dans de sociétés qui font ça pour cette raison-là. On en cherche toujours des candidats. Et s'il n'y a pas d'évolution du tout des modèles économiques de ces payeurs-là, on n'y arrivera pas, en fait. Donc, je pense qu'il y a une première étape avec l'assurance maladie. Les mutuelles sont encore en train de chercher des nouveaux modèles. Merci infiniment, Catherine. Il y a De quelques rien. questions que je n'ai pas pu vous poser, mais en revanche, je propose de vous les envoyer et puis vous pourrez éventuellement y répondre directement si vous le souhaitez. Merci à tous les participants. Je vous rappelle très brièvement les trois prochains événements de l'Académie Invivox. La semaine prochaine avec Lionel Richard qui va parler de plateformisation de la santé. La semaine suivante, on va parler de capsules produits pour la formation à distance des professionnels de santé. Et enfin, pour démarrer le mois de décembre, nous recevons Laurence Contarassus, la directrice France de Medtronic, et Alexis Vendier, le directeur France des laboratoires Ipsen, pour parler d'incertitude et de conviction et de la meilleure manière d'aborder 2021. Merci infiniment, Catherine. Merci à vous, Julien. Merci de vous être prêts. Bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, écoutez, à très bientôt. La semaine prochaine, actuellement sur l'Académie. Merci.